Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique, vous revenons de droit, si l'on peut dire, sur cette fameuse histoire d'un certain avion qui a été dérouté alors qu'il naviguait vers la Tunisie tout tranquillement venant du Maroc. En effet, on eut une certaine date d'un certain 22 octobre 1956. Ça remonte déjà, ça remonte, puisque la France coloniale de cette époque, toujours présente en une certaine Algérie française, qui comptait comme un département, interpelle cette France coloniale, interpelle un avion en provenance de Rabat et à destination de Tunis. Et cet avion appartenant bien entendu au Maroc. L'arrestation de 5 leaders du FLN, de ce Front de Libération Nationale algérien, à bord de cet avion provoquera une grande crise entre le Maroc et la France. Et nous allons essayer de voir un tout petit peu tout cela à notre modeste niveau. Eh bien, un certain 22 octobre 1956, un avion appartenant à la compagnie marocaine du transport aérien est sommé d'atterrir à Alger par les avions de chasse de l'armée de l'air française basés en cette Algérie française qui était un département de cette France. Et cet avion marocain transportait un certain Mustafa Lecharaf et Hussein Aït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf et Mohamed Khider, toutes des personnalités de ce Front de Libération Nationale algérien, des leaders algériens du FLN, Front de Libération Nationale. Les événements ayant suivi cet incident auront d'importantes répercussions sur le Maroc, l'Algérie et la France. Un trio infernal à cette époque. Et nous sommes en 1956. Dès la première année de son indépendance, le Maroc milite pour une Algérie voisine, libre et indépendante. Ainsi, le roi Mohamed V n'a pas ménagé du tout ses efforts et il rencontre le 10 avril 1956 à Séville, en Espagne, le leader algérien, un certain Ahmed Ben Bella. Mohamed V transmet son assurance à Ahmed Ben Bella que la frontière avec le Maroc sera toujours ouverte à la circulation des hommes et des armes. Dans leur livre, intitulé Quelle gouvernance et quelles institutions au Maghreb face aux enjeux géostratégiques, aux éditions Lamartine, publié en 2015, Camille Sari et Abdelrahman Mebtoun racontent comment Mohamed V accorda au ténor de l'indépendance algérienne un passeport marocain au nom du Mustafa Malik et autorisé
la création de la première mission du Front de libération nationale à Rabat et l'ouverture d'autres bureaux à Oujda, Tétouan et Nador. Kamissari et Abdelrahman Mebtoun, on affirme ceci. Ouvrant et fermant les guillemets, le souverain du Maroc a aussi décidé d'offrir à la révolution algérienne la première livraison d'armes d'Irak qui était destinée à l'armée marocaine, ainsi qu'une quantité importante d'armes dont disposait cette dernière. Point. Ainsi, le roi Mohammed V avait aussi multiplié les contacts avec le gouvernement français afin de l'amener à un dialogue direct avec les leaders du FLN. Toujours Mohammed V reçoit aussi, le 20 octobre 1956, sous Mustafa al-Shraf et Hussein Aït Ahmed, représentants à l'époque du FLN à l'étranger. Et Habib Bourguiba, alors président de la Tunisie, émit le vœu d'accueillir à Tunis une certaine délégation algérienne. Et c'est ainsi que Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Mohamed Khidr rejoignent les deux autres membres du FLN à Rabat depuis le Caire. Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf et Mohamed Khidr regardent ainsi Madrid, puis Nador, où ils croisent Hafid Ibrahim et Abdelrahman Youssoufi, selon le récit de Maurice Butin, dans, ouvrant et fermant les guillemets là aussi pour le titre, Ben Barka, Hassan II, De Gaulle, ce que je sais d'eux, aux éditions Cartala, publié en 2010. Le 21 octobre 1956, un communiqué commun rappelle la position du souverain marocain dans le conflit voisin. La position du souverain marocain, s'agissant bien entendu de Mohammed V. La France, outrée, suspend les négociations franco-marocaines sur l'interdépendance ouverte après le 2 mars 1956. La France prend sa revanche en portant un coup dur au FLN et à la souveraineté du Maroc. La France toujours fait détourner un avion portant les couleurs marocaines et menant à son bord Ahmed Ben Bella et ses amis, hôtes officiels du roi du Maroc, raconte un certain Mati Mounjib dans la monarchie marocaine et la lutte pour le pouvoir. Un livre aux éditions Lamartine, publié en 1992. Le 22 octobre 1956, et suite au conseil de ses proches, Mohammed V emprunte son avion royal en compagnie notamment de Hafid Ibrahim et de Abdelrahman Youssoufi. Les dirigeants algériens, eux, qui partent vers la Tunisie, sont à bord d'un autre appareil appartenant à la compagnie marocaine du transport aérien sous le nom de précisément FOABV, comme le raconte l'historienne Mounia Essemlali dans son article Le Maroc entre la France et l'Algérie 1956-1962, paru dans la revue Relations internationales aux éditions Presse universitaires de France, sous le numéro 146 en 2011. Tous ces documents sont disponibles, facilement consultables. Mais cet avion sera interpellé par les autorités françaises dans un acte de piraterie aérienne. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Mounia Semblali en dit ceci, ouvrant et fermant les guillemets là aussi, l'avion décolle de Rabat à midi pour se rendre à Palma, capitale de l'île espagnole de Majorque, ouest de la mer Méditerranée, afin de contourner l'Algérie.
Puis, à 17h15, plus exactement, celui-ci, cet avion, décolle de Palma pour Tunis. Or, à 17h35, à savoir 20 minutes plus tard, les membres de l'équipage français ont reçu l'ordre de la France d'atterrir d'urgence à Alger. Et l'avion est ainsi dérouté par les autorités françaises au-dessus de la Méditerranée, après avoir été intercepté par des avions de chasse de l'armée de l'air française, basés en cette Algérie, toujours sous autorité et administration française. L'appareil se pose à l'aéroport Maison Blanche d'Alger, où Ahmed Ben Bella et ses compagnons sont arrêtés. La nouvelle est transmise à Mohamed V par le président tunisien Habib Bourguiba dès son débarquement à Tunis. Dans son livre Des républiques, des justices et des hommes aux éditions Albin Michel, publié en 1976, cité par Maurice Butin, Jean-Louis Tixier, Vignancourt, accuse le général Mohamed Oufkir. Déjà, à cette époque, nous lui devions la capture en octobre 1956 de Ahmed Ben Bella et de ses compagnons du FLN, écrit-il toujours dans son livre. Mais l'acte de piraterie aérienne est là, est toujours là, et il est perçu par la population comme une offense visant la dignité de son roi, Mohamed V, la souveraineté de son État et l'hospitalité du Maroc, raconte toujours Mati Mounjib. La réaction marocaine est ainsi très vive. La foule se déchaîne dans une violence qui n'a jamais été vue depuis les événements d'un certain Ouedzm en 1954 sous occupation française au Maroc. Les Européens sont attaqués de tous côtés et les forces de police débordées. C'est ce que raconte Mati Mounjib. À Meknès et sa région, 50 Français sont tués dans des violences ayant eu lieu les 23 et les 24 octobre 1956. Des Européens commencent à plier bagages, partir. Mati Mounjib évoque un chiffre de 20 000 Européens ayant quitté le Maroc dans les semaines qui suivent. Le roi Mohamed V propose même à la France d'échanger les dirigeants algériens contre son propre fils, le prince à l'époque, qui était Hassan. Toujours Mohamed V. Mohamed V envoie le président du Conseil discuter avec la France leur libération, et libération immédiate. Et face au refus du gouvernement français, le Maroc rappelle son ambassadeur à Paris et fait preuve d'une méfiance illimitée vis-à-vis des autorités françaises. Toujours, le roi Mohamed V regagne ainsi le Maroc dans un avion non marocain et conduit par un pilote de nationalité non française. De Tunis, il fait un détour par Rome et Madrid et non par Paris. Le Maroc venant d'apprendre l'utilité de diversifier ses relations extérieures, commence alors à nouer des liens avec d'autres puissances telles que l'Italie et certains États-Unis. Depuis la déposition de Mohamed Ben Youssef, Mohamed V donc, en août 1953, les relations entre le Maroc et la France venaient de connaître leur première crise. Ce n'est que fin décembre 1956 que les deux pays mettent en place une commission d'enquête et de conciliation chargée de résoudre le contentieux. Et cette commission d'enquête permettra enfin d'apaiser une crise sérieuse entre la France et le Maroc et la reprise progressive de liens diplomatiques.
ce n'est qu'en septembre 1957 seulement que les deux pays échangeront à nouveau des ambassadeurs. Et depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence, tout en vous disant à la prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, ainsi que vos amis, ainsi que pourquoi pas les membres de votre famille, afin qu'ils puissent recevoir eux aussi les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre suivi, votre fidélité, votre assiduité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes les séquences vidéo de votre chaîne. La chaîne a besoin énormément de vous et de votre soutien et de votre aide. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.